nous sommes au château de Panard, où on a démarré les travaux, et nous sommes aujourd'hui avec Corentin Poirier-Montaigu, qui est l'historien à Ernée, et qui connaît l'histoire du château. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'histoire du château. Donc, le château, on nous a dit que c'est 16e siècle. Oui, il y avait une maison forte, en tout cas un manoir au XVIe siècle. On sait qu'en 1802, ils ont détruit une tour à 2 étages, une tour de défense simplement, mais on n'a pas d'autres éléments pour l'instant, ni sur sa situation. Mais on retrouve des traces plus anciennes. On sait qu'au XVe siècle, il y avait une châtelaine qui habitait ici, et puis on a des traces en fait de la famille de Panard déjà au XIIe siècle. D'accord, donc en Donc fait, c'est une histoire qui a 900 ans, quoi. d'accord. Mais avant d'être Denot, donc le château, il a appartenu à la famille d'Hainaut. Avant, c'était à la famille de Panard, où il y Oui. avait les comtes de Panard, c'est ça? Il y avait, non, d'abord simplement des seigneurs locaux, D'accord, donc la famille de Panard, hein, qui tire son nom tout simplement de la terre d'ici, d'accord. qui a donné un archevêque aussi, d'Aix, Georges Olivier de Panard, qui est resté très connu parce que c'était un proche du roi René, le fameux bon roi René Ouais, ouais. du château Ouais. d'Angers. Et puis cette famille, en fait, a eu une descendante, Marie, qui a épousé un monsieur qui s'appelait Nicolas de Chauvigné. Donc le château est passé dans cette famille vers 1460, donc, Mhm. 15e siècle. Hein. Et l'une de leurs descendantes, Catherine de Chauvigné, épouse un Mégodet. Et donc au début du XVIe siècle, ce château, le château de Panard, appartient à la famille de Mégodet. D'accord. Et c'est ensuite Marie de Mégodet qui épouse en 1602, donc tout début du XVIIe siècle, un Mégodet. D'accord. Un Desnos, pardon, Oui. René Desnos. D'accord. La famille Desnos, c'est une famille qui vient de la Bretagne costarmoricaine, qui n'est pas D'accord. originaire d'ici, et qui s'installe ici par mariage. D'accord. Et le château de Panard va rester dans la famille Desnos jusqu'en 1961. Alors, famille Desnos, puis d'Ouzouville, en fait, par mariage. En fait. D'accord. Mais en fait, donc la terre d'ici s'appelait la terre de Panard. La terre de Panard. Panard. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire Panard? Parce qu'on a lu sur Wikipédia, par exemple, ils disent que ça pouvait dire tête ardente ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut jamais lire ce qui est Wikipédia. marqué sur Wikipédia. Non, c'est une racine de deux mots celtiques, pen et puis art, avec un D'accord. H-A-R-D. Je maîtrise pas le celtique à la perfection, mais pen, ce serait un endroit, je crois, un peu élevé, et D'accord. puis art, une herbe un peu fine et à la fois touffue. D'accord, entendu. Et est-ce qu'on sait quelle est la partie du château qui est la plus ancienne? Alors, On dirait que cette partie-là, par exemple, elle a les murs qui sont vraiment épais. Est-ce que c'est ça qui pouvait être médiéval? c'est probable, en sachant que c'est pas le château initial. On a dans les cuisines une porte Oui. peut-être du XIIIe siècle, mais c'est pas sûr, il faudrait vraiment l'identifier. En tout cas, quand on regarde les plans anciens, on voit évidemment le château de Panard figuré sur la carte de Cassini, et sur le cadastre napoléonien on le voit aussi, avec une configuration tout à fait différente. Et on a des photos du château de Panard avec les cuisines du XVIIe siècle, et puis aussi lors de sa construction en 1875 sur les bases du château, enfin du manoir Oui. ancien, quoi. D'accord, entendu. Et du coup, en fait, donc c'était les seigneurs donc d'ici, des terres d'ici, mais c'était pas les seigneurs d'Ernée. C'était pas une du ville tout les libre. seigneurs du coup, et Ernée c'était une ville qui avait sa propre bourgeoisie au moins depuis Ouais. le XIIIe siècle. D'accord. Mais donc ils avaient leur fief de Panard. D'accord. Ils sont sous on va dire, le commandement quand même des ducs de Mayenne de l'époque, et la famille de Desnos en fait était très connue pour son engagement Mhm. et ses carrières Ouais. dans la marine notamment. Exactement. Il y a eu plusieurs Ouais, chefs tout à fait. d'escadre. Oui. Et puis par tout un système d'alliances, en fait, ils ont fait fortune comme ça. D'accord. On a toujours dans les cuisines le blason de la famille Ouais. Desnos aussi, Oui, des noms, exactement. qui est connu. Ok, mais en fait, j'ai entendu que du coup, la chapelle de Charnay, c'était lié aussi à la famille Desnos. Oui, parce que Comment on voit comme leur tombe.
comme toute grande famille, elle avait sa chapelle privée et faisait enterrer les membres de cette famille. Il y a eu une chapelle ici, évidemment, dans laquelle il y avait des messes, il y a eu des processions aussi. La procession dérogation s'est déroulée régulièrement ici. Les dernières fois, c'était juste après la Révolution, au lieu d'aller à Saint-Jacques, le prieuré Saint-Jacques. Et puis après, pendant la guerre de 39-45, les processions venaient aussi ici. Et donc il y avait une chapelle, je ne sais pas où elle est, il y en a une à l'intérieur du château aussi, ça c'est sûr. Donc il y avait des messes privées. Comment ça s'appelle donc les processions Dérogation. Dérogation, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc c'était toute une procession auquel participaient les habitants aussi, et qui descendaient à l'origine jusqu'à Charnay, puis après ça s'est rétréci un petit peu. D'accord, entendu, ok. Intéressant. Ok. Et donc du coup, en fait, là, donc on sait qu'il y avait une tour qui a été détruite. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'on a des soupçons où elle pouvait être? J'ai aucune idée. Moi, j'ai vu ça dans des notes manuscrites qui datent de la première moitié du XXe siècle. D'accord, entendu. Ok, intéressant. Ok. Bon, je pense que... Ce qui est difficile en plus, c'est que toutes les archives du château de Panard, le Chartrier a été brûlé dans les années 60, donc on n'a plus grand-chose. D'accord. Ce que je peux simplement affirmer, c'est qu'on connaît le nom de l'architecte du château. D'accord. Comment il s'appelait? Donc c'est Pierre Lorotte. Pierre Lorotte. Et Pierre Lorotte, il n'est pas venu ici par hasard. Oui. En fait, on sait que le vieux comte d'Hainaut, le dernier à avoir connu la Révolution, il est mort en 1863. C'était un type un peu original. D'accord. Original. Il paraît, dans son caractère. Ah oui. Et puis, il refusait, par exemple, le dôme de l'Immaculée Conception. Il a essayé de prouver vraiment qu'Ernée était fondé par Saint-Ternier. Enfin, il a fait tout un travail dessus. On a sa correspondance. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? L'architecte. L'architecte, oui. Donc, quand il meurt en 1863, son fils habite le château de Clivois. D'accord. Il en a hérité, tout simplement, aussi. Et donc il habite à Clivois, et il fait d'abord, avec son épouse, née Laurence de Télusson, le château de Clivois. Donc il y a des similitudes en fait entre le château de Clivois, l'entrée notamment, avec le château de Panard. Et une fois qu'ils ont terminé Clivois, ils viennent également faire Panard. D'accord. Et donc en fait on voit dans les archives, même les lieux de villégiature, un coup ils sont à Clivois, et d'ailleurs il était maire de Chaillans aussi un temps. Un coup il est à Panard. Et Pierre Lorotte, en fait, était l'architecte du père de la comtesse, donc né Laurence de Télusson, pour le château de Vosgien. D'accord. Ok. Et en fait, tout à l'heure, donc on parlait de la porte qui est médiévale, qui est dans la cuisine. Comment est-ce qu'on date? Comment est-ce qu'on sait dater ce genre de choses, par exemple? Est-ce que c'est en regardant les traces des outils ou quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on date? Moi, je le vois par rapport au style et puis en comparant aussi avec d'autres bâtiments de l'époque. Après, je suis pas architecte, donc c'est compliqué, ni historien de l'architecture. Ok. Mais en tout cas, on voit, à moins que ce soit vraiment une copie, que c'est un original ou pas, quoi. Ouais. Il faut se méfier, ça peut être aussi une pierre de réemploi, tout simplement. Oui, exactement, tout à fait. Ok, ça marche. Bon, très intéressant. Du coup, est-ce qu'il y a des anecdotes ou des choses comme ça, des histoires intéressantes liées avec le château de Panard? Alors, il y a la fameuse histoire, comme pour tout château, d'un souterrain qui descendrait jusqu'à Ernée. On a pensé que c'était un temps le puits, ou en tout cas la glacière, qui pourrait en être l'entrée. Certains parlent effectivement de l'arrière du château aussi. Bon, on prend comme on veut, je suis pas sûr que ça ait vraiment existé. Tout simplement, quand on pense à la topographie des lieux, ça me paraît un peu compliqué de faire un souterrain jusqu'à Ernée. Exactement. Mais en fait, en général, dans les châteaux, ils faisaient quand même un souterrain pour échapper ou quelque chose comme ça ou... Je suis même pas sûr, non. D'accord. Non, et puis ici, il faut vraiment imaginer vraiment un manoir, une résidence vraiment toute simple. Exactement. Mais est-ce que du coup, pareil, est-ce qu'on a entendu parler des histoires de Dame Blanche ou de cet enfant qui a été perdu, qui n'a jamais été retrouvé, ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'une légende comme ça, une légende locale? Non. Non, et puis ça, vraiment, j'apprends ça aujourd'hui. D'accord, ok, entendu. Parce que, en fait, ma source pour rechercher toutes ces histoires folkloriques, c'est plutôt dans le livre qui s'appelle La Mayenne mystérieuse, de 83. Aussi, oui. Exactement. Voilà. Et bon, là, dans tous les châteaux, apparemment, il y a une dame blanche.
ou une dame verte, je crois, dans un château, ou quelque chose comme ça, mais Alors il faudrait trouver, il y a peut-être eu un meurtre ici, j'en sais rien. peut-être, ouais. Bon, la famille Desno a été impliquée dans un meurtre mais au XVIe siècle et pas du tout ici. Donc, D'accord, ok, entendu. voilà, bon, c'est une histoire qui est quand même très, très intéressante. On a aussi la chance d'avoir un peu des témoignages de l'intérieur du château, donc ça c'est intéressant. Oui, Et ça nous montre tout simplement comment la noblesse locale vivait et dans quelles conditions. Ce ok. qui est intéressant, c'est qu'on a des photos 1895 qui nous montrent en fait l'intérieur de certaines salles du château Ah oui, dans lesquelles on retrouve les tableaux qui sont mentionnés par exemple dans le dictionnaire de l'abbé Angot. d'accord. Donc, par exemple, il y avait ici un tableau qui représentait le roi de Pologne Stanislas, Leschinski, ouais, exactement, voilà. oui. Qui était dans la salle Ici, avec oui, des dans le panneaux. On salon, voit, ouais. salon rouge, D'accord. enfin que j'appelle le salon rouge. Mais en fait, ce tableau-là, par exemple, donc lui, il a été fait par un peintre qui s'appelait Delot, avec L-O-O, deux O. Ah, donc il est originaire de la Provence. Et en fait, comment ça se fait? Parce qu'il a fait plusieurs portraits de Stanisław Leszczynski. Comment ça se fait que du coup, à Panard, il pouvait avoir ce tableau? Parce que normalement, c'était soit offert par celui Alors qui ça était. peut, beaucoup de familles nobles avaient D'accord. les souverains. Puis la famille Desno était assez proche. L'une d'elles est allée Mhm. même présenter à Versailles en 1751. D'accord. Son tableau est enfin, son portrait est à Clivois. Ouais. Euh, Son portrait est à Clivois. son Mais à portrait est Versailles, il y en a Clivois. encore un. Dans la salle. Non, le Je me portrait souviens. de la fameuse Desno. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Entendu. Et puis il y avait le duc de Penthièvre. Enfin, la famille Desno était une famille légitimiste, donc restée très proche, Mhm. royaliste évidemment Ah au oui, 19e siècle. d'accord. Euh, donc vraiment très proche de la royauté par les charges qu'elle a acquises aussi. D'accord. Et admise à la noblesse, vraiment, on l'a vu, enfin elle fait ses preuves de noblesse sous Louis XIV, avec Oui, les carrés d'osier, on a en fait tous les certificats ouais, ouais. pour prouver la noblesse des D'accord. Desno aussi. Ok. Comment ça se prouvait la noblesse? Parce que j'ai entendu qu'en fait, pour prouver qu'on est. Bon, en Espagne par exemple, pour prouver que quelqu'un est un hidalgo, donc en fait, Mhm. hidalgo, hijo de algo, donc Ouais. en fait, ça veut dire fils de quelqu'un. Voilà, fallait qu'il y ait 3 témoins, dont 2 soient des hidalgos, qui disent qu'ils ont connu le grand-père de la personne qui était noble. En France, c'était pareil? Alors il y avait ça, puis on a tout un tas d'archives en fait familiales qui Oui. sont ressorties. Oui. Ça peut être des contrats de mariage, des baux, des actes des registres paroissiaux aussi tout simplement. Ouais, Il faut ouais. bien prouver qu'on est le fils de quelqu'un. Ouais, ouais. Et on essayait de faire remonter sa généalogie évidemment le plus loin possible, ce qui a Oui. donné parfois des généalogies complètement trafiquées. On a eu Tout une à très fait. célèbre en Mayenne avec l'affaire de Goué. Avec? L'affaire de Goué. Donc ça Qu'est-ce que c'est à c'est? Fougerolles-Duplessis D'accord. où au XVIIe siècle, des gars fabriquent complètement leur généalogie. D'accord. Au Euh, 17e, pas après la Révolution. non. Parce qu'après la Révolution, il y avait beaucoup qui fabriquaient leur. La Révolution, notamment de l'évêque de Nau. Voilà. Oui. Alors Donc, l'évêque d'Hainaut, Henri d'Hainaut, est un personnage que j'aime beaucoup, enfin, qui m'a beaucoup intéressé. Il faut que j'aille faire un voyage en Allemagne pour voir, espérer revoir sa tombe puisqu'il est mort en exil. C'est le dernier prince-évêque de Verdun. d'accord. Donc il naît à Ernée. On a même prétendu que c'est lui qui a construit la maison qui a été l'école de Ouais, musique ouais, ensuite, là, exactement. Ouais, ouais, le fameux hôtel tout d'Hainaut, à fait. Qui date de 1724. qui date de 1724. Oui. Donc, à moins qu'il soit constructeur précoce, Oui. ça me paraît impossible Oui. puisqu'il est né en 1717. Oui. L'évêque d'Hainaut fait partie, il y a plusieurs branches en Mhm. fait hein, dans la famille d'Hainaut. Mhm. La famille de la Feuillée, qui a donné celle des ducs de Beauvilliers et qui est morte sans postérité. Et après, il y a eu plusieurs mariages, évidemment. La famille qui porte le nom de la terre, donc Mhm. les Desno de Panard, Mhm. et donc Desno en un ou deux mots, et puis ensuite celle de Champmélin. Et en réalité, cet évêque est nommé d'abord abbé de Redon, donc en Bretagne. Il est ensuite évêque de Rennes, et le Parlement de Rennes a quelques petits soucis. Et l'évêque étant assez proche de Louis XV, en fait, il défend plutôt la royauté dans cette affaire, Mhm. qui va l'opposer aux parlementaires de Breton.
On lui prête d'ailleurs ce mot à cette occasion, c'est que le meilleur moyen de confondre le Parlement aurait été de cocufier tous les parlementaires. Bon, Est-ce qu'aujourd'hui, ça marcherait avec l'Assemblée nationale, par exemple? je ne sais pas, il y a beaucoup de parlementaires, donc je ne vais pas m'y risquer. Ok, ça marche. Et donc, du coup, lui, apparemment, il savait faire les miracles, c'est ça? Alors oui, apparemment l'évêque d'Hainaut sait faire des miracles, puisqu'évidemment ça se passe mal à Rennes, et il demande son transfert sur un autre évêché. Alors les anticléricaux vont dire, en fait, ils trouvaient qu'il n'était pas assez payé à Rennes. On lui propose Bordeaux. Bordeaux est une ville parlementaire aussi, avec un parlement. Donc il refuse Bordeaux, et il est nommé à Verdun, qui effectivement lui rapporte en bénéfice beaucoup plus que, que Rennes. Mhm. Et à Rennes aussi, pendant la Révolution, alors on a des journaux qui vont nous dire que l'évêque va jusqu'à vendre son argenterie par charité. D'autres vont affirmer que Mademoiselle Sainte-Lette, la fille, pardon, je crois, d'un bijoutier, enfin une fille de Reims, serait la seule à prouver que ce vieil évêque puisse encore faire des miracles. Génial. Ok, ça marche. Bon, Corentin, merci beaucoup pour cette discussion, c'était très intéressant. J'espère qu'on pourra te revoir sur la chaîne quand on va commencer du coup à sécuriser le bâtiment. Comme ça, on pourra peut-être comparer les photos de comment c'était d'antan Ouais. à comment c'est maintenant. Puis du coup, on va essayer de trouver que sont devenus les tableaux qu'il y avait ici, parce qu'il y en avait quelques-uns de remarquables. Par exemple, le Ecce Homo de Guido Reni. Guido Reni qui est du coup un peintre originaire de Bologne de l'époque de Renaissance. Et du coup, Ecce Homo, c'est le portrait de Christ portant donc du coup son... Comment on appelle ça, couronne en épine. Voilà. Et donc du coup, apparemment, on dit que ce tableau qui était donné à Louis XIV par quelqu'un d'Hainaut, apparemment, je ne sais pas, j'ai entendu cette histoire. Bon, voilà, donc on va essayer d'exploiter C'est ça. pas possible puisqu'il était ici encore en 1907. Ah, c'est vrai, il était en 1907 Ouais. ici, d'accord, ok. Parce que, en fait, les tableaux appartenant, par exemple, au pinceau de Guidorini, il y en a pas tellement. Non, mais après ça À peut être des l'Ermitage, il y en copies. a 11. Il y avait dans la galerie ici le portrait de Madame de Sorcy, commandé par son mari, Oui, Antoinette de Télusson. oui, Donc la comtesse d'Hainaut avait même une petite enveloppe dans laquelle elle avait gardé la quittance du peintre, David. d'accord, entendu. Rien que ça. David, Oui, Jacques-Louis David. oui, Celui qui a fait Napoléon traversant les Alpes. c'est ça. D'accord, ouais, ok. Et donc, en fait, on a refait l'histoire du tableau. L'original est à Munich, Ouais, et c'était probablement une copie oui, qui était à Panard. d'accord. Ok, entendu. Bon, Corentin, merci beaucoup. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like. À bientôt. Au revoir.